Ça avait commencé comme ça. Vous connaissez ce genre de moment ? Game over. Le moment de lassitude qui vous fait penser que vous avez besoin d'aller prendre l'air. Un besoin soudain d'évasion et de changement. La région s'y prêtait, le temps était clair, de bonnes chaussures et un sac à dos, en route pour l'aventure. Tout à coup, une envie apparut. L'envie de partager, de faire découvrir, comme un besoin de montrer en détail les montagnes qui nous entourent, énoncer les noms des sommets, raconter des histoires, les grandes lignes ou de simples anecdotes, faire ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne voit pas au premier regard. Soudainement, l'envie de découvrir devint l'envie de faire découvrir. Mais avec qui partir ? Le plaisir de la découverte demandait à sortir des sentiers battus. Ainsi fallait-il trouver quelqu'un qui pourrait passer partout. Quelqu'un qui marche au même rythme et n'ait pas peur de se salir, qui ne se fatigue pas trop vite. Sinon faire des pauses, souvent, demander comment ça va, espérer qu'il n'ait pas le vertige, le rassurer dans le cas contraire, l'attendre. Finalement, je me suis dit que j'allais plutôt faire un film. Mais pas n'importe quel film. Un documentaire. Sur ma région, la Vallée d'Eau. Un documentaire comme sur France 3 et Arte, avec des images chocs et un reporter intrépide. Mais je n'avais pas de reporter intrépide. Alors je me suis dit que j'allais simplement embarquer une petite caméra et filmer ce que je trouverais en chemin. Mon nom est Florian, je vis en Vallée d'Eau. Je me suis mis en tête de vous faire découvrir ou redécouvrir, dans mes humbles moyens, cette superbe région. Pas besoin de bonnes chaussures, pas besoin de vêtements chauds, je m'occupe de tout. Sortez le popcorn, installez-vous confortablement et profitez du voyage. Bienvenue dans le Chablais, au nord-est de la Haute-Savoie. Notre voyage commence sur les rives du Léman, plus grand lac d'Europe occidentale, qui marque la frontière avec la Suisse. Pour des raisons de sécurité, nous vous déconseillons vivement d'utiliser le nom lac de Genève lors de votre séjour. Pour se rendre en Vallée d'Eau, il suffit simplement de suivre, à partir de Thonon-les-Bains, la D902, plus connue sous le nom de Route des Grandes Alpes. Cet itinéraire mythique, créé au début du XXe siècle pour rallier les rives du Léman au bord de la Méditerranée. Une traversée des Alpes françaises, du nord au sud, en passant par les plus hauts cols et les plus beaux massifs. À l'origine, cette route n'était pas censée passer par la Vallée d'Eau, mais par celle du Brevon, sa voisine, via Bellevaux. C'est seulement après un certain jeu d'influence et quelques discussions qu'on décida de faire passer l'itinéraire par Morzine et le col d'Égée. Cette route permettait enfin d'ouvrir la vallée, mettant ainsi fin au principal problème que subissaient ses habitants, l'isolement. Aujourd'hui, un automobiliste met 1 heure pour faire l'aller-retour Thonon-Morzine. Il y a un siècle et demi, il fallait 2 jours pour effectuer le même trajet. Pour comprendre cette situation, il suffit d'observer la vallée en elle-même. Étroite, celle-ci est fermée sur elle-même par 2 barrières naturelles, les gorges de Bioge et d'Étine. 2 murailles de roches bloquant le passage, dans lesquelles la Drance, à force d'érosion, a creusé un étroit chemin. La gorge d'Étine est sans doute la plus impressionnante des 2. La barrière rocheuse est ici littéralement coupée en 2 par le travail de l'usure.
une faille de 70 mètres de haut dans laquelle s'engouffre la rivière. À l'entrée de la vallée, à Bioge, la gorge est plus large, permettant ainsi à la route de longer le cours de la Dranse. Néanmoins, les chutes de pierre étant fréquentes, on la réaménagea plusieurs fois, en creusant notamment 2 tunnels. Les anciennes routes existent toujours, vestiges d'une époque pas si lointaine. Avec l'ouverture de la route des Grandes Alpes, vint l'affluence. On vit passer des curistes déviants, remontant la route mythique en direction de Chamonix. Le commerce s'étendit, les sports d'hiver s'installèrent, et peu à peu, le centre économique de la vallée devint Morzine, au cœur des montagnes. L'élevage et l'agriculture laissèrent place au tourisme. Ah, les montagnes, le fromage, les vaches. On sera d'accord pour dire que malgré l'évolution de la vie dans ces montagnes, traditions et folklore ont été préservés. C'est d'ailleurs ce qui fait le sel de ce genre de région. Le retour aux sources, la tome de chèvre achetée à la fruitière du coin, le son des cloches dans les alpages, le petit chalet et son toit de tavaillon, le chant du coq à 6h du matin et les bousses de vache le long du sentier. Bref, de quoi faire rêver n'importe quel écolo parisien sur cette vie d'autrefois, lorsque ce qui nous faisait vivre n'était pas le portefeuille des touristes, mais le dur labeur de l'élevage au rythme des saisons. Un temps qui n'est généralement regretté que par ceux qui ne l'ont pas connu. Est-ce une envie de tourner la page ? Un refus de regarder en arrière ? Si notre mode de vie a su conserver l'importance de certaines traditions, on ne peut pas en dire autant du patrimoine historique. En Vallée d'Eau, celui-ci a pendant longtemps sombré dans l'oubli. De ce fait, le meilleur exemple est évidemment celui de l'abbaye d'Eau. 900 ans d'histoire dans ces ruines, de l'arrivée des moines dans la vallée au XIe siècle à sa destruction en 1823, en passant par la Révolution française. Un véritable monument de notre passé, de quoi faire rêver n'importe quel amateur d'histoire. C'est pourtant cette même abbaye que les habitants de Saint-Jean-d'Eau firent exploser pour récupérer ces pierres. Pendant presque 80 ans, on vint se servir dans les décombres pour reconstruire des ponts, des maisons ou même l'église paroissiale 2 km plus loin. Ce qui était autrefois le centre du pouvoir dans la vallée, aux mains des moines, n'est plus qu'une carrière au XIXe siècle. Il faudra attendre 1902 et le classement des ruines comme monument historique pour qu'on cesse de venir taper dedans. Et encore un siècle de plus, en 2007, avec l'ouverture du domaine de découverte de la Vallée d'Eau, pour que l'abbaye retrouve sa gloire d'antan. Il nous est alors possible de redécouvrir la vie de ces moines qui ont régné en maîtres sur la vallée pendant plusieurs siècles. On en vient alors à fouiller la région, à travers plusieurs endroits, coins et recoins, ruines oubliées et discrets monuments, les traces de notre passé. Sur le chemin qui mène de Saint-Jean-d'Eau au Bio par exemple. Ici trône l'oratoire de Saint-Guérin, l'un des moines fondateurs de l'abbaye, devenu le saint patron de la Vallée d'Eau. Détail plutôt curieux, bien avant la construction de cet oratoire, cet emplacement en bord de route était celui des potences de l'abbaye, là où on exécutait les criminels, ainsi que ceux qui s'opposaient à l'autorité des moines. Plus connu, à l'entrée de la Vallée d'Eau, se trouvent 2 piliers de pierre sur les bords de la route de la Verne, les vestiges des portes de la Garde, entrée symbolique de la vallée. C'est ici qu'en 1536 eut lieu une bataille historique contre les envahisseurs bernois. On dit que les habitants de la vallée, armés de fourches et de bâtons, repoussèrent l'assaillant, empêchant ainsi les protestants bernois de mettre pied sur ces terres catholiques. Envie de fouiller encore un peu plus ? Il suffit alors de se rendre près des tunnels de Bioge. Sur la rive gauche de la Dranse, à proximité de l'ancienne route désaffectée, se cache une large grotte bien peu connue. Passez sous le pont, longez la rivière, et vous y êtes.
Cette grande cavité aurait servi de lieu de culte secret pendant la Révolution française, d'où son nom, la grotte de l'église. Traqués par les révolutionnaires, nombreux sont les curés, hostiles aux nouvelles idées, qui vécurent dans la clandestinité. Les messes se faisaient alors à l'abri des regards, au fond d'une grotte, ou dans d'épaisses forêts, comme ici au-dessus de la Forclaz, sur cet autel naturel qu'on nomme la pierre du calice. Oratoires, chapelles et croix témoignent de la place importante de la religion dans les vallées. On fait bénir les troupeaux, on construit des chapelles jusque dans les alpages, tout pour se prémunir contre les dangers de la montagne. À Essert-la-Pierre par exemple, sur les hauteurs de ce hameau, régulièrement menacé par les avalanches en hiver, on construisit en 1882 un oratoire dédié à Notre-Dame de Lourdes afin de protéger les maisons en contrebas. Libre à chacun, religieux ou non-croyant, de se faire son idée sur la question. Toujours est-il que depuis la construction de l'oratoire, aucune avalanche ne descendit jamais plus bas que celui-ci. Remontons le temps d'au moins 3 siècles. Oubliez le ski, la randonnée et l'alpinisme. Une époque où la montagne ne sert à rien. Pire même, elle cause des accidents, des avalanches, des éboulements. Toutes sortes de phénomènes inexpliqués, probablement dus à des forces sournoises et maléfiques qui rôdent sur les sommets. Une époque où le plus haut sommet des Alpes ne porte pas encore le nom de Mont Blanc, mais montagne maudite. Dans ce contexte, il est plus facile de comprendre l'origine des noms inquiétants baptisant nos montagnes. Grotte du diable, Mont maudit et autres diablerets. La vallée d'Eau n'y fait pas exception et on trouve chez nous bon nombre de lieux susceptibles d'attiser l'imagination du voyageur. Le plus connu se trouve à l'entrée de la vallée, près du hameau du Jauty. Au milieu d'une forêt de hêtres centenaires, s'étend un gouffre étroit de 60 mètres de profondeur dans lequel la Drance circule, les gorges du Pont du Diable. De la même manière que la gorge d'Étine, la rivière a ici rencontré une barrière de roches calcaires très dure qui lui bloquait le passage. À force d'érosion, l'eau a creusé son chemin, ouvrant une impressionnante faille. La particularité de cette gorge vient des énormes blocs de roches qui la recouvrent en partie, suite à un éboulement. L'un de ces blocs forme un pont naturel au-dessus du gouffre. Un passage glissant et non aménagé qui servait autrefois de raccourci pour traverser la rivière. Un chemin dangereux, emprunté uniquement par ceux qui ne craignaient pas d'approcher cet abîme insondable, d'où son nom, le Pont du Diable. Ouvert au public depuis 1893, grâce à un réseau de passerelles, le site est aujourd'hui le plus visité de la région avec 50 000 visiteurs par été. Grimpons un peu et quittons le fond de vallée pour atteindre les sommets. Au-dessus de Saint-Jean-d'Eau, à cheval sur les vallées d'eau du Brevon et du Gifre, trône l'une des montagnes les plus emblématiques de la région, le Roc d'Enfer. Mettez-vous dans l'ambiance. L'ascension à travers les cirques glaciaires, au milieu d'impressionnantes parois rocheuses. Une progression entre les pierriers, sous l'œil attentif des corbeaux. Très apprécié des marcheurs, le Roc d'Enfer fait partie de ces sommets de moyenne montagne qu'on approche avec respect et prudence, malgré son altitude modeste. Une ascension délicate, des chemins de crête vertigineux, tout cela récompensé par l'un des plus beaux panoramas du Chablais. Mais s'il est un endroit dans la vallée d'Eau qui se prête à l'exploration, l'escalade et la randonnée, c'est bien la vallée de la Manche. Un coin de montagne perdu, coincé entre les deux plus hauts sommets de la région, les Hauts-Forts et la pointe de Bostan.
nichée au fin fond de la vallée, une terre d'alpage aux portes de la Suisse. Au col de Cou, sur la frontière, on trouve encore l'ancien poste de douane, point de passage important entre Morzine et Champéry. On y vit passer des marchands, des colporteurs, sans oublier de nombreux contrebandiers, une fois la nuit tombée. Plus qu'ailleurs, la vallée de la Manche regorge de coins à explorer. Des falaises escarpées, des grottes plus ou moins profondes, cachées dans les flancs de la plus haute montagne du Chablais. De l'autre côté, dans l'ombre de la pointe de Boston, le paysage est tout aussi intrigant. Un escalier de falaise, un réseau de parois impressionnantes qui semblent se superposer. On nomme cet endroit les Terres Maudites. Un paysage de roches et d'eau dans lequel naissent plusieurs sources, dont celle de la Drance. Un coin de montagne presque vierge, un paradis pour chameaux et un formidable terrain de jeu. Et puis, impossible de terminer ce chapitre sans vous parler d'une des plus sombres légendes de la vallée. L'histoire d'une bête mythique qui hanta nos contrées. Car sur ces terres, propices aux contes et aux mystères, il fallait un être fantastique, une créature errante, pour effrayer le passant et faire manger leur soupe aux petits-enfants. La rumeur d'un monstre, tel l'abominable homme des neiges ou la bête du Gévaudan. Mais chez nous, il n'est nulle question d'un loup sanguinaire ou d'un géant velu à grands pieds. Non, la bête qui hante les montagnes de la vallée d'eau est une vache. La légende de la vache noire, une créature fantôme qui aurait hanté les alpages de l'An sous la pointe de Nanteau, terrorisant les alpagistes. Une histoire étrange, appuyée par plusieurs témoignages. Pour bien comprendre l'origine d'une telle légende, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on se disputait les alpages. Chaque commune voulait de la place pour ses troupeaux, et cela donnait souvent lieu à de grosses disputes entre les villages. Ainsi, l'alpage de l'An était partagé entre les paysans de Saint-Jean-d'Eau, qui possédaient officiellement ces terres, et ceux du Biot et de Montrion. La légende raconte donc qu'une vache fantôme venait semer la terreur sur l'alpage, rendant fous les troupeaux et chassant les paysans qui n'étaient pas de Saint-Jean-d'Eau. Là aussi, libre à chacun de se faire son avis.
Notre visite se termine au sommet du roc de Tavanneuse, à la frontière entre la vallée d'eau et celle d'Abondance. Il y aurait encore bon nombre de choses à raconter sur la région, bon nombre d'endroits à découvrir ou redécouvrir. Il n'y a en vallée d'eau aucune cime inaccessible, aucun col infranchissable. Un sac à dos et de bonnes chaussures suffisent ainsi à explorer de fond en comble ce coin de montagne. Pas d'alpinisme, d'exploits sportifs ou de conquête de l'impossible. Simplement l'envie de voir le monde d'un peu plus haut. En espérant que vous aurez apprécié le voyage, je vous souhaite une bonne redescente.